Déjà vu, un écho du futur. Imagine ceci, tu entres dans une pièce que tu n'as jamais visitée. La lumière est douce, presque tamisée. Une musique discrète flotte dans l'air. Sur une table, une tasse de café encore chaude. Une chaise vide, une fenêtre entrouverte laisse passer une brise légère. Rien d'extraordinaire. Et pourtant, quelque chose te frappe. Tu connais déjà cette scène. Chaque détail semble gravé dans ta mémoire. Tu es certain de l'avoir vécu auparavant. Mais impossible de dire quand, ni où, ni comment. Ce sentiment troublant porte un nom, le déjà-vu. Environ 2 personnes sur 3 en feront l'expérience au moins une fois dans leur vie. Et malgré sa banalité, le déjà-vu reste profondément déroutant. D'un point de vue scientifique, il ne s'agit pas d'un souvenir réel. Les chercheurs parlent plutôt d'un glitch temporaire de la mémoire. Normalement, lorsque tu vis une expérience, ton cerveau suit un ordre précis. 1. Il perçoit, 2. Il traite, 3. Puis il stocke l'information. Mais parfois, ce processus se dérègle. Le cerveau active par erreur les zones liées au souvenir en même temps que celles de la perception. Résultat, une expérience nouvelle est immédiatement étiquetée comme familière. Une autre hypothèse évoque un décalage minuscule dans le traitement sensoriel. Ce que tu vois et entends arrive une fraction de seconde trop tard à ta conscience. La répétition quasi immédiate crée alors l'illusion d'un souvenir. Mais pour certains, ces explications ne suffisent pas. Dans les interprétations spirituelles, le déjà-vu serait un jalon de vie. Un instant où notre conscience reconnaît un chemin déjà tracé. Comme si, pendant une seconde, nous avions accès à une version future ou prédestinée de nous-mêmes. Un rappel discret que nous avançons dans la bonne direction. Une signature invisible du destin. Illusion neurologique, ou murmure du futur. Effet Mandela, une mémoire collective déformée. Imagine ceci, tu es absolument certain que le personnage du Monopoly porte un monocle. Tu le vois clairement dans ton esprit. L'homme élégant, le chapeau haute forme, le costume impeccable et ce petit monocle distinctif. Mais lorsque tu vérifies, stupéfaction. Il n'en a jamais porté. Pas une seule fois. Ce décalage entre ce que tu crois savoir et la réalité s'appelle l'effet Mandela. Le terme vient d'un phénomène encore plus troublant. Pendant des années, un grand nombre de personnes étaient convaincues que Nelson Mandela était mort en prison dans les années 1980. Certaines affirmaient même se souvenir de ses funérailles diffusées à la télévision. Pourtant, Mandela est sorti de prison en 1990, est devenu président de l'Afrique du Sud et est décédé bien plus tard, en 2013. Ce n'était pas une simple erreur individuelle. C'était un souvenir collectif faux, partagé par des milliers de personnes. Les neuroscientifiques expliquent cela par des biais cognitifs. Notre cerveau déteste le vide. Il préfère une version cohérente, même fausse, plutôt qu'une zone d'incertitude. Nous recomposons nos souvenirs à partir d'indices incomplets, d'images vues ailleurs, de discussions avec d'autres. À force d'être répétée, une fausse version devient familière. Et la familiarité, pour le cerveau, est souvent confondue avec la vérité. Mais là encore, certains vont plus loin. Ils y voient la preuve de réalités parallèles qui se chevauchent. Des timelines légèrement différentes où certains détails divergent. L'effet Mandela serait alors une trace laissée par le passage d'une conscience d'une réalité à une autre. Aucune preuve scientifique ne soutient cette idée. Mais la question demeure, droit si nos souvenirs peuvent être collectivement faux. Qu'est-ce que cela dit de notre rapport à la réalité? Temps manquant, une faille dans le continuum. Tu regardes l'heure sur ton téléphone, 15 heures. Tu prends une gorgée de café. Tu tournes la tête vers la fenêtre. Puis un bip. Tu baisses les yeux. Il est 15h45. 45 minutes ont disparu. Tu n'as aucun souvenir, aucune sensation, aucune transition. Ce phénomène s'appelle le temps manquant. Dans la plupart des cas, il est lié à des états mentaux particuliers. L'une des explications les plus courantes est celle des microsommeils. De très brèves périodes d'inconscience où le cerveau se met en pause. Sur l'autoroute, par exemple, tu conduis machinalement. Ton esprit s'évade. Tu arrives à destination sans te souvenir du trajet. Ton corps était là, mais ta conscience, absente. Mais certains cas vont plus loin. Des personnes rapportent des sensations étranges. Une lumière intense, un espace blanc, une impression de déconnexion totale. Ces récits sont souvent associés à des expériences dites paranormales, comme les abductions extraterrestres. Scientifiquement, aucune preuve ne valide ces interprétations. Mais elles soulèvent une question fondamentale. Droit et si le temps n'était pas aussi linéaire que nous le croyons? Le temps manquant nous confronte à une réalité dérangeante. Nous ne contrôlons pas toujours notre propre conscience. Doppelganger, quand ton double te regarde. Imagine marcher dans une rue bondée. Des visages défilent, anonymes, pressés. Puis soudain, tu t'arrêtes. Quelqu'un te regarde. Même taille, même posture, même regard. Pendant une fraction de seconde, tu as l'impression de te voir toi-même. Puis la personne disparaît dans la foule. Ce phénomène porte un nom ancien et troublant, le doppelganger, littéralement le double marcheur. Dans les légendes germaniques, croiser son doppelganger était considéré comme un très mauvais présage. On croyait que voir son double annonçait une maladie grave ou même la mort. Ces doubles étaient perçus comme des entités indépendantes, capables d'imiter, tromper et parfois remplacer leur original. Dans la mythologie nordique, une variante existe,
le Vardogère. Un double qui apparaît avant la personne réelle. Des témoins affirmaient voir quelqu'un entrer dans une maison, parler, agir. Avant que la vraie personne n'arrive quelques minutes plus tard et répète exactement les mêmes gestes. Du côté scientifique, l'explication est plus rationnelle mais tout aussi dérangeante. Les êtres humains partagent une quantité limitée de combinaisons faciales. Notre cerveau fonctionne par reconnaissance de motifs. Il simplifie, compare, projette. Dans certaines conditions, fatigue, stress, surprise. Il peut exagérer les ressemblances et créer l'illusion d'un double parfait. Il existe aussi des troubles neurologiques rares, comme l'illusion d'autoscopie, où une personne perçoit une image d'elle-même à l'extérieur de son corps. Mais au-delà de la science, le doppelganger reste puissant symboliquement. Carl Jung voyait dans cette figure l'incarnation de notre ombre psychologique, les parties de nous-mêmes que nous refusons de reconnaître. Rencontrer son double, ce serait alors faire face à ce que l'on cache. Alors la question demeure. Droit sommes-nous uniques, ou simplement une variation parmi des milliards d'autres? Paralysie du sommeil, piégé entre deux mondes. Tu te réveilles en pleine nuit. Tes yeux s'ouvrent. Tu es conscient, mais ton corps ne répond pas. Impossible de bouger, impossible de parler. Puis une sensation lourde s'installe sur ta poitrine. Comme si quelque chose t'écrasait. Dans l'ombre de la pièce, une présence. Immobile, silencieuse, terriblement réelle. Bienvenue dans la paralysie du sommeil. Ce phénomène survient lorsque le cerveau se réveille avant le corps. Pendant le sommeil paradoxal, notre cerveau paralyse volontairement nos muscles pour nous empêcher de reproduire physiquement nos rêves. Mais parfois, ce mécanisme se désynchronise. L'esprit est éveillé, le corps, lui, reste endormi. Résultat, immobilité totale, hallucinations visuelles et auditives, sensation de menace imminente. Le cerveau, en état d'alerte, active ses systèmes de défense. Il cherche un danger, et souvent, il en invente un. C'est pourquoi tant de récits à travers le monde se ressemblent. Au Moyen-Orient, on parle d'attaque de djinns. Au Japon, du kanashibari. En Europe médiévale, d'un démon assis sur la poitrine des dormeurs. Des cultures différentes, mais la même expérience humaine. La paralysie du sommeil révèle quelque chose de fondamental. La frontière entre rêve et réalité est fragile. Quand elle se fissure, notre cerveau peut créer des expériences plus intenses que la réalité elle-même. Et lorsque cela arrive, le rationnel cède la place à la peur primitive. L'effet du spectateur, quand personne n'agit. Imagine une rue animée, des passants, du bruit, la vie ordinaire. Soudain, une personne s'effondre devant toi. Tu t'arrêtes, les autres aussi. Tu attends, quelqu'un va sûrement agir, quelqu'un de plus compétent, quelqu'un d'autre, mais personne ne bouge. Ce phénomène s'appelle l'effet du spectateur. Plus il y a de témoins, moins chacun se sent responsable. Psychologiquement, on parle de diffusion de la responsabilité. Ton cerveau délègue inconsciemment l'action aux autres. Ce concept a été étudié après le meurtre de Kitty Genovese en 1964. À l'époque, un article affirmait que 38 personnes avaient assisté à l'agression sans intervenir. Même si les chiffres ont été exagérés, l'événement a déclenché des recherches majeures. Les psychologues Latané et Darley ont montré que, seule, une personne aide dans 70% des cas, en groupe, ce chiffre chute drastiquement. Pourquoi? Parce que face à une situation ambiguë, nous observons les autres pour savoir comment réagir. Et si personne ne réagit, l'inaction devient la norme. Certains y voient un reflet glaçant de notre époque, des foules connectées, mais émotionnellement distantes. L'effet du spectateur n'est pas un manque d'empathie. C'est une faille dans notre instinct social. Une faille profondément humaine. Combustion humaine spontanée, une énigme enflammée. Imagine une scène impossible. Un corps réduit en cendres. Mais le fauteuil sur lequel il reposait est presque intact. Aucune trace d'incendie majeur. Pas de source évidente. Ce mystère porte un nom. La combustion humaine spontanée. Depuis le XVIIIe siècle, des cas similaires sont rapportés. Des victimes retrouvées carbonisées, parfois avec des extrémités intactes, et des objets proches épargnés. Pendant longtemps, cela a alimenté les théories les plus folles. Mais la science propose une explication appelée l'effet mèche. Selon cette théorie, un élément déclencheur mineur, cigarette, flamme, enflamme les vêtements, la graisse corporelle agit comme du carburant, le corps brûle lentement, à basse flamme, mais intensément. La chaleur est localisée, ce qui explique pourquoi l'environnement immédiat reste intact. Mais cette explication ne convainc pas tout le monde. Certains parlent de particules inconnues, d'énergie interne ou de réactions biologiques extrêmes. La combustion humaine spontanée incarne notre fascination pour ce que la science explique mal. Ou trop tard, immortalité quantique, une vie sans fin. Imagine survivre à un accident mortel. Encore, et encore, selon l'immortalité quantique, ta conscience ne perçoit jamais les réalités où elle meurt. Ce concept vient de l'interprétation des mondes multiples en physique quantique. À chaque événement, l'univers se divise. Dans certains mondes, tu meurs. Dans d'autres, tu survis. Et ta conscience, par définition, ne peut continuer que là où tu es vivant. Mais cette idée soulève une question terrifiante. Droit survivre éternellement, à quel prix? Le philosophe David Lewis évoquait un paradoxe glaçant. Un corps qui se dégrade, une conscience piégée dans une survie infinie.
L'immortalité quantique n'est pas une promesse. C'est une hypothèse, mais elle nous force à réfléchir à ce que signifie réellement exister. Ces bugs ne prouvent pas que la réalité est fausse. Ils montrent quelque chose de plus troublant. Droit à notre perception n'est pas la réalité. Elle est une interprétation.